Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Camille Tallet, je suis sage-femme et ostéopathe à Lyon et puis j'ai un diplôme en endométriose. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, qui est le dépistage et la prise en charge de l'endométriose avec le rôle plus spécifique de la sage-femme. Donc, ce webinaire, il est fait grâce au laboratoire Endolia Pharma, donc avec Christian Le Breton, qui aura le plaisir de vous présenter un des produits à la fin de ce topo. Alors, les objectifs d'aujourd'hui, ça va être de comprendre ce que c'est que l'endométriose, de pouvoir faire le diagnostic, surtout à l'interrogatoire, puis ensuite de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme examen, donc examen clinique et examen complémentaire. Et puis, on finira par la prise en charge de la sage-femme, puisque nous sommes praticiens de première intention pour cette prise en charge de cette pathologie, que ce soit dans le dépistage ou dans la prescription des traitements de première intention. Donc d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose? L'endométriose, ce n'est pas nouveau. Vous voyez sur ces petites vignettes, moins 1850 avant Jésus-Christ, on commence à parler de quelque chose qui se passe au niveau de l'utérus. On va en reparler encore à l'Antiquité grecque, on en reparlera au Moyen-Âge, et puis on finira par le décrire en 1860, un monsieur qui s'appelle Rokitansky, qu'on connaît pour d'autres pathologies, qui commencera à dire, bah, tiens, il se passe quelque chose avec des cellules de l'endomètre qui se retrouvent à d'autres endroits à l'intérieur du péritoine. L'endométriose, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle le reflux de sang menstruel. C'est-à-dire que 9 femmes sur 10, pendant leurs règles, vont avoir leur utérus qui va contracter. Le sang va certes s'écouler par le col, le vagin, mais il va aussi, comme vous pouvez le voir, refluer à l'intérieur des trompes et donc se retrouver dans la cavité abdominale. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi 9 femmes sur 10 font du reflux et pourquoi, dans ces 9 femmes sur 10, il y en a une sur 10 qui va développer de l'endométriose. On va essayer de comprendre ça. Qu'est-ce que c'est cette endométriose? Vous la voyez là, c'est ces petites lésions bleutées, là, vous voyez qu'on retrouve à l'intérieur du péritoine. Cette endométriose, c'est une pathologie qui est bénigne. En vrai, on ne meurt pas de son endométriose, on meurt des conséquences peut-être de son endométriose, mais pas de la pathologie. Et donc, c'est un développement d'endomètre qui vient se mettre à l'extérieur de sa zone où il devrait être, c'est-à-dire l'intérieur de l'utérus. Donc, soit on le retrouve dans l'abdomen, donc endométriose externe, soit on le retrouve à l'intérieur, vous voyez cet endomètre qui va proliférer à l'intérieur du muscle de l'utérus, du myomètre, et qui va avoir d'autres symptomatologies. Voilà une petite coupe donc, de la femme pour décrire les 4 sortes d'endométriose qu'on peut avoir. Vous avez l'endométriose superficielle en jaune. Donc, des petits points d'endométriose qui vont se retrouver dans l'abdomen à des endroits parfois étonnants. Le nombril, la coupole diaphragmatique, sur une partie du foie, des choses comme ça. Ensuite, vous avez l'endométriose profonde. C'est celle qu'on va retrouver là, dans le cul-de-sac postérieur, entre l'utérus et la vessie. On va avoir ce qu'on appelle l'adénomiose. C'est donc ce qu'on vient de voir juste avant, cette endométriose qui prolifère à l'intérieur du muscle de l'utérus. Et enfin, les endométriomes, ce sont des kystes d'endométriose. Donc, vous avez ici, là, ce fameux kyste d'endométriose, vous voyez qu'on retrouve à l'intérieur de l'ovaire avec une coloration très particulière qu'on dira chocolat. Donc aujourd'hui, pour parler d'endométriose, pour décrire l'endométriose, on utilise ces 4 termes-là: endométriose péritonéale superficielle, pelvienne profonde, endométriome et adénomiose. Comment ça se passe? On a dit, il y a du reflux. Une fois que le reflux est arrivé, vous voyez, là, il y a une petite lésion, il y a un petit peu d'endomètre qui s'est collé. Et donc, il va y avoir 2 problèmes. Un, le problème d'épuration péritonéale, c'est-à-dire qu'on a un système qui ne vient pas nettoyer ces lésions, cet endomètre qui s'est posé là.
Et le problème, c'est que cette lésion, le prochain cycle, elle va réagir comme notre endomètre à l'intérieur de notre utérus, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à saigner. Et qui dit saignement, dit qu'il va y avoir une réaction inflammatoire pour essayer de limiter, pour essayer de venir encore plus nettoyer cette zone-là. Et donc, on va développer une inflammation massive autour de ces lésions d'endométriose. Donc, la lésion est là, elle va saigner, puis ensuite, elle va cicatriser petit à petit. Donc, elle va faire comme de la fibrose. Et le problème, c'est que cette fibrose, derrière, elle va pouvoir faire des trous et avoir des conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des endométrioses avec des symptômes, quand on a cette réaction inflammatoire qui va donner des douleurs. Et on a aussi des endométrioses qu'on va retrouver chez certaines femmes avec aucun symptôme parce qu'il n'y a pas cette réaction pro-inflammatoire très importante. Voilà d'autres petites images pour bien vous faire comprendre l'évolution de la pathologie. Donc, cette lésion d'endométriose qui ensuite va devenir petit à petit une cicatrice et qui va finir par faire un trou avec les problèmes que ça peut engendrer. Alors, on va retrouver plutôt à certains endroits, préférentiellement en bas à gauche et préférentiellement, vous voyez ici, vous avez toutes les atteintes digestives et utérines qu'on peut retrouver et vous allez en retrouver préférentiellement ici, dans le cul-de-sac postérieur et sur les ligaments utérosacrés, notamment le ligament utérosacré à gauche. D'accord? C'est dû à un flux à l'intérieur de notre abdomen et donc on va retrouver plutôt en bas à gauche et plutôt en digestif. Allez, on réfléchit ensemble. Un petit quiz. À votre avis, quel est le pourcentage de femmes en âge de procréer qui est atteint d'endométriose? Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%? Je vous lis toutes les questions et on reviendra sur les réponses. Quel est le délai moyen pour diagnostiquer l'endométriose en France? Est-ce que c'est 5 ans, 7 ans, 9 ans? Est-ce que l'endométriose est plutôt une pathologie de la femme avant 30 ans ou après 30 ans? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont atteintes d'endométriose de manière complètement asymptomatique? Donc, est-ce que c'est plutôt moins de 10% ou plutôt plus de 10%? Combien de femmes atteintes d'endométriose consultent pour une infertilité? Moins de 50% ou plus que 50%? Et un petit chiffre comme ça pour vous faire réfléchir, quel est le pourcentage de femmes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques, donc dues à cette endométriose? Tous ces chiffres sont importants. En France, 10% des femmes en âge de procréer sont victimes d'endométriose. D'accord? On estime que c'est 190 millions de femmes dans le monde. D'accord? C'est une pathologie fréquente. On met aujourd'hui encore 7 ans pour la diagnostiquer. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est que vous participiez à réduire ce temps diagnostique. C'est une pathologie, vous l'avez compris, de la femme jeune. Cette femme, elle va avoir du reflux, peut-être un cycle, 2 cycles, 3 cycles, ça va bien se passer. Et puis, va se mettre en place cette inflammation. Et donc, les douleurs vont arriver au bout de quelques cycles et généralement ne plus la quitter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve des femmes qui n'ont strictement rien, puisqu'il n'y a pas d'inflammation chez ces femmes-là. Et puis, une notion importante, c'est qu'on associe trop souvent et à défaut infertilité et endométriose. Et vous voyez que c'est, entre guillemets, que 20 à 50% des femmes qui ont de l'endométriose qui auront un problème d'infertilité. Donc, il ne faut pas donner ça comme information en premier aux femmes. Il y a des symptômes type les douleurs de règles qui sont présents à 80% du temps, qui sont bien plus importants. Et enfin, vous voyez que ce n'est pas anodin parce que, alors là, ce sont des chiffres qui sont avec une variabilité énorme, mais qui montrent qu'entre 20 à 70% des femmes souffrent de douleurs pelviennes chroniques. Et ça, c'est un vrai problème parce que même si on arrête la problématique de l'endométriose, ces femmes continuent d'avoir mal. Quel est le pourcentage de femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui ont des douleurs invalidantes et des dyspareunies? Alors, une petite minute pour réfléchir.
50%, 60%, 70%. Eh bien, 70% des femmes atteintes d'endométriose ont des douleurs invalidantes. Donc, ça veut dire que c'est une pathologie qui vous pourrit la vie si on ne la prend pas bien en charge. Et on va voir que si on arrive à prendre les symptômes très tôt, eh ben, on ne va pas tomber dans cette chronicité. Et c'est ça qui est important. Beaucoup de femmes vont voir leurs activités sportives, leur appétit, leur sommeil se modifier par cette pathologie. 30% des femmes vont voir leur activité habituelle, le fait de vivre, qui vont être modifiées, et 20% leur mobilité. Donc, c'est une vraie problématique. J'ai emprunté certaines diapositives à Frédéric Perrotte, qui est une sage-femme qui s'occupe du réseau Raisando à Paris. Je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'ils font. C'est un réseau qui est très actif sur la prise en charge des douleurs et de l'endométriose. Donc, les facteurs de risque de l'endométriose, c'est d'abord la génétique. D'accord ? On a un risque multiplié par 5 si on a sa maman qui a de l'endométriose. Le faible poids de naissance. Ensuite, le climat hyperœstrogénique. Donc, dans hyperœstrogénique, on entend précocité de la puberté, donc avoir ses règles tôt et les avoir longtemps, et avoir ses règles de manière abondante avec des cycles courts. Donc, en gros, plus on va saigner dans sa vie, plus on a le risque d'avoir des douleurs derrière. Le fait d'être une nullipare, effectivement, et ensuite, on voit un lien avec d'autres pathologies auto-immunes, type les maladies de Crohn et le lupus. On remarque aussi que c'est une pathologie des femmes qui ont un IMC plutôt faible. Alors, est-ce qu'avec ce qu'on vient de dire là, on est capable de répondre à cette question? L'endométriose est-elle une maladie évolutive? Pour moi, oui. Alors oui, et souvent la réponse qu'on a envie de donner, je vois le chat qui arrive, oui, oui aussi, oui aussi. Vous avez l'air quasiment unanime sur le oui. Eh bien, je vais vous décevoir, ou en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'endométriose n'évolue que très peu au cours du temps. Et c'est une notion qu'on n'a pas du tout. En fait, qu'est-ce qu'on appelle l'endométriose? C'est ces lésions, c'est ce nombre de lésions. Il faut comprendre que finalement, au bout de quelques cycles, on a le nombre de lésions qui vont rester. Par contre, les symptômes peuvent augmenter parce que ces lésions, elles vont produire de l'inflammation à chaque cycle et donc augmenter les douleurs. Mais la maladie endométriose, elle est très peu évolutive au cours du temps. Donc, c'est pour ça qu'avant, on parlait de ça. On parlait des stades. Vous voyez, ce stade 1 où on aurait genre quelques petites lésions d'endo, et puis ce stade 4 où ça serait l'enfer. Vous voyez, il y avait des toiles d'araignée de partout, des adhérences de partout. Et bien, en fait, quand on faisait des stades, on sous-entendait que la maladie était évolutive, qu'on pouvait passer d'un stade 1 à un stade 4. Eh bien, non. Généralement, on peut avoir un stade 1 et on restera au 1 et un stade 4 d'emblée. Deuxième information importante, ce n'est pas parce qu'on a ce fameux stade 4 que c'est l'enfer versus à une petite microscopique lésion placée sur un nerf qui ferait un mal terrible. Donc, tout ça pour dire que l'endométriose va y avoir vraiment un questionnement à avoir très important chez les femmes. L'endométriose, on en parle beaucoup, bien sûr parce que ça pourrit la vie des femmes et que ça a des conséquences, c'est sûr, mais aussi parce que ça a un coût et un coût important. Combien en moyenne d'arrêts de travail par an pour une femme, de jours d'arrêt de travail par an pour une femme qui souffre d'endométriose? Allez, est-ce que vous pourriez imaginer un chiffre? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60? Qu'est-ce que vous auriez envie d'imaginer? 60, 30. Eh bien, c'est 33 jours en moyenne d'arrêt par an. D'accord? Ça veut dire un coût énorme. C'est un coût direct parce que c'est des femmes qui vont consulter des spécialistes, qui vont mettre en place des traitements, qui soient médicamenteux ou non médicamenteux. Ça va être le sujet de la fin de ce diaporama.
C'est un coût indirect parce que voilà, il va falloir les indemniser, il va falloir faire des arrêts de travail. D'accord? Donc, il y a vraiment une histoire de santé publique derrière cette endométriose très importante à prendre en charge. Il faut qu'on améliore la qualité de vie de ces femmes, qu'on réduise leur douleur. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Chaque femme va avoir son endométriose, certainement peu évolutive, mais avec des douleurs très variables. Alors, comment on diagnostique? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on diagnostique à l'interrogatoire. Donc, ça veut dire que nous, professionnels de santé, avec 5 questions, on va pouvoir se dire, OK, je suspecte fortement une endométriose et pouvoir potentiellement faire des examens complémentaires si on en a besoin. Alors, vous voyez, ce sont les 6 D du diagnostic. Je m'excuse pour la coquille de la dysfertilité où c'est un I en deuxième, pardon. Donc, on va avoir en premier la dysménorrhée, donc douleur pendant les règles. Cette dysménorrhée, elle est caractéristique. Elle va avoir une note supérieure à 8, c'est-à-dire qu'on va demander à la femme de coter sa douleur grâce à des EVA qu'on verra juste après. Et la femme, elle va se coter à au moins 8 sur 10 pendant les règles. Et ce qui est très important, c'est que c'est pendant toute la durée des règles. Vous avez compris que cette lésion, elle saigne, que ce saignement crée de l'inflammation. Donc, la douleur, elle va être soit la même pendant les règles, soit augmentée pendant les règles. C'est des douleurs qui résistent aux antalgiques. Elles prennent de l'Antadis, elles prennent du Doliprane, elles prennent de l'ibuprofène, ça fait toujours mal. Ce sont des règles qui vont faire qu'elles vont vomir, qu'elles vont avoir des chutes de tension et il va y avoir un absentéisme scolaire ou au travail. D'accord? Donc, une EVA supérieure à 8, toute la durée des règles, résistante au traitement avec potentiellement un absentéisme. Ensuite, on va trouver de la dysurie, des douleurs à la miction qui vont se retrouver au moment des règles. J'ai mal quand je vais faire pipi. À chaque fois quand j'ai mes règles, ça doit vous faire tilt. Il se passe quelque chose. La dyschésie, c'est la même chose. Douleur à la défécation, alternance diarrhée-constipation. C'est ce phénomène au moment des règles, il se passe quelque chose. Ensuite, vous allez trouver la dyspareunie, mais une certaine forme de dyspareunie, c'est les douleurs profondes. C'est les douleurs quand ça vient buter au fond. Elles sont capables de décrire ce mot-là. C'est qu'en fait, vous avez votre utérus avec soit le rectum, soit la vessie, qui est un peu collé. Et donc, le col, il va avoir du mal à venir monter au plafond. Et donc, ce qui rentre dans le vagin, eh ben, va venir buter sur le col au lieu de passer dessous. Donc, ça va faire mal à ce moment-là. Si on laisse tout ça s'installer, au moins 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, douleur pelvienne chronique. C'est-à-dire que cette femme, elle va commencer à avoir mal dans son pelvis, dans son petit bassin, et ça peut monter dans le dos, dans les épaules, etc., de manière chronique. Et c'est ça qu'on ne veut pas, absolument pas avoir, parce que ça, on va avoir du mal à l'enlever, alors qu'on aura enlevé, par exemple, les saignements. Et intentionnellement, j'en parle en dernier, les problèmes de fertilité, vous avez compris que ça concerne moins de 50% de ces femmes qui ont de l'endométriose, alors que les dysménorrhées en concernent plus de 80%. Donc, 5 questions: douleur de règles, douleur aux urines, douleur à défécation, douleur pendant les rapports, douleur pelvienne chronique, et certainement que vous ferez votre diagnostic d'endométriose. Je vous encourage à utiliser des EVA, donc des échelles visuelles analytiques, donc qui sont avec un grade A reconnu par l'HAS et le SENGOV. Ça veut dire que quand on demande un chiffre à une femme, on peut s'y tenir. Ça vaut le coup. D'accord? Donc, faites coter des EVA à vos patientes. Ça permet aussi de voir l'amélioration de la prise en charge au cours du temps. On peut utiliser aussi des scores de qualité de vie en posant certaines questions pour voir l'impact de l'endométriose chez ces patientes. Donc, on retient les 6 D du diagnostic, qu'il peut y avoir des symptômes associés, comme de la fatigue, des troubles digestifs, des lombalgies, etc., qui sont souvent exacerbés pendant les règles et qu'il faut coter la douleur.
Les examens complémentaires. On va faire d'abord un examen clinique. Donc, au spéculum, voilà ce qu'on peut trouver. Un nodule d'endométriose, donc soit à l'entrée de la vulve. Alors, ce sont des nodules spectaculaires, vous ne trouverez pas souvent ça. D'accord? Un nodule à l'entrée du vagin ou un nodule au fond dans le cul-de-sac. Et comme je vous le disais hier, tout à l'heure, plutôt à gauche. C'est très peu sensible l'examen au toucher vaginal parce que ça ne veut pas dire, s'il y a un toucher vaginal normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose. Il faut le faire, mais ce n'est pas là-dessus qu'on basera notre diagnostic. Le toucher vaginal, en fait, il va servir à mobiliser le col pour essayer de chercher si, justement, les ligaments utérosacrés font mal. Donc, quand on mobilise un col de droite à gauche ou quand on lève, on met un col au plafond, eh ben, on va pouvoir sentir ces ligaments utérosacrés qui sont épaissis et en tout cas, la femme a mal. Donc, on va pouvoir décrire des douleurs au moment du toucher vaginal qui pourrait être le signe de l'endométriose. On pourra faire un toucher rectal, alors absolument pas à toutes les patientes, d'accord? On le fait que si on suspecte une atteinte postérieure. Et comment on suspecte une atteinte postérieure? Soit quand on a mis le spéculum, on a des nodules en arrière, soit la patiente a des troubles digestifs au moment des règles. On va pouvoir mettre son doigt dans le rectum et en fait, on cherche des nodules donc, qui sont assez bas au niveau de la marge anale et qui pourraient faire demander des examens complémentaires. Alors, est-ce qu'on peut faire un diagnostic d'endométriose simplement avec une consultation? Eh bien, j'espère qu'avec ce qu'on vient de dire, vous serez capable de répondre oui. Si jamais on a besoin, si jamais on n'est pas complètement sûr, on va pouvoir demander un examen complémentaire. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande une écho ou est-ce qu'on demande une IRM, à votre avis? Alors, plutôt IRM, plutôt écho. Les deux, comme ça, on est tranquille. Eh bien, on ne va pas demander les deux. On va demander effectivement en première intention une échographie. C'est vraiment ce qui a été recommandé par les dernières recommandations. En première intention, une échographie. Et ensuite, donc si possible, avec un référent, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis, ça sera qu'en deuxième intention qu'on fera une IRM ou si jamais notre femme est vierge ou qu'elle est vaginique, par exemple, qu'on ne peut pas faire une échographie interne. Donc, en première intention, pensez à l'échographie. Si c'est avec un référent, c'est l'examen vraiment de première intention. Comment on fait? Le but de cette échographie, vous voyez, c'est de mettre la sonde et en fait de faire ce qu'ils appellent le signe du glissement. C'est de mobiliser l'utérus et de voir donc à ce moment-là, est-ce qu'il y a des douleurs et on va aller chercher, grâce à cette échographie endopelvienne, endovaginale, on va aller chercher donc les lésions, qu'elles soient dans l'utérus, qu'elles soient dans les lésions profondes ou des endométriomes. Là où ça ne sera pas pertinent, ça sera pour l'endométriose péritonéale superficielle, où là, il nous faudra une IRM. Alors, nous, les sages-femmes, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez compris que la problématique, c'est que ça saigne, d'accord? Que les symptômes sont exacerbés pendant les règles. Donc, notre objectif numéro 1, si la femme est d'accord, ça va être de pouvoir mettre en aménorrhée. Donc, objectif principal de la contraception, c'est la mise en aménorrhée. C'est vraiment pas la contraception. Il ne faut pas utiliser ce terme-là. Il faut utiliser, on va mettre en place une hormonothérapie pour vous mettre en aménorrhée. C'est le traitement de l'endométriose. Parce que souvent, elles associent avec infertilité. Donc, vous imaginez bien que contraception, elles ne veulent pas entendre parler. Qu'est-ce qui a été recommandé en 2017? En première intention, les contraceptifs œstroprogestatifs de deuxième génération. Donc, on est tout à fait capable de prescrire, nous, les sages-femmes. Et ou le DIU au 52 mg de lévonorgestrel. Alors, ils n'ont pas été étudiés, les mini-DIU, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas le faire. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas été étudiés. On voit, donc le but étant de mettre en aménorrhée, ça veut dire que notre contraceptif, on va l'enchaîner. C'est fini
les hémorragies de privation, le but, c'est de mettre cette femme en aménorrhée. Et si on arrive à mettre en aménorrhée, on n'arrête jamais, sauf s'il se met à y avoir des spottings, où là, on arrête une semaine et on recommence. Vraiment, le but, c'est qu'elles arrêtent de saigner pour qu'on arrête l'inflammation. On sait aussi que ça a un effet très bénéfique sur les endométriomes qui vont diminuer de 50% quand on va mettre en place une contraception avec une aménorrhée. On va pouvoir après utiliser une molécule qui s'appelle du Dienogest. Alors, le Dienogest, voilà, ça fiche, c'est un petit peu exhaustif, je suis désolée. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, c'est une hormone qui a l'AMM pour l'endométriose. Voilà ce qui est important de retenir. Ensuite, on aura en troisième intention les macroprogestatifs. Alors, il y en a qui ont de l'AMM, il y en a qui n'ont pas d'AMM, que vous avez entendu parler, Luthéran, par exemple, ou Visane, qui est du Dienogest, qui effectivement n'était pas remboursé, mais maintenant, depuis 2020, elle est génériquée. Donc, on va pouvoir proposer ce genre de traitement aux patientes, mais pas en première intention. Sans AMM, vous avez le luténil. Vous savez qu'il y avait toute une polémique sur Luthéran-luténil qui donnait des méningiomes. Donc, si jamais on est amené, alors pas nous les sages-femmes, mais à utiliser ce traitement-là, il y aura un suivi sur un IRM cérébral de ces patientes. En désespoir de cause, on pourrait utiliser les analogues de la LHRH, donc toujours pas nous les sages-femmes, mais c'est sur une durée limitée. Et puis, va arriver en dernier lieu l'hystérectomie, mais sachez que ça ne résout pas du tout tous les problèmes. Si la femme a des douleurs pelviennes chroniques, on risque d'exacerber ces douleurs plus que de les enlever. Donc, le but va être vraiment d'arriver à prendre en charge ces douleurs hormonalement ou avec toutes les thérapies complémentaires pour qu'on n'en arrive pas là. Quelle est la méthode absolument contre-indiquée dans la prise en charge de l'endométriose? Est-ce que vous le savez? Si jamais une femme arrive avec ce type de contraception, vous devez le retirer le plus vite possible. C'est effectivement le DIU au cuivre. D'accord? Ça fait saigner et ça n'a aucun intérêt. La prise en charge chirurgicale de l'endométriose, un tout petit mot, à votre avis, c'est combien? C'est 10%, 30% ou 50% des femmes qui vont être opérées? Qu'est-ce que ça pourrait être? 10%, vous avez l'air à peu près. 30, on monte. Eh bien, effectivement, c'est plutôt 30% des femmes qui seront opérées. Un mot sur la chirurgie. La chirurgie aujourd'hui ne doit absolument pas être un traitement de première intention. La RCP est obligatoire. On doit se concerter avant d'opérer une femme qui a de l'endométriose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, c'est d'opérer une femme une seule fois dans sa vie, puisque après, on risque de créer des adhérences. En plus, on risque de recréer des douleurs, puisque l'opération crée de l'inflammation. Et surtout, on sait que si on opère juste avant un désir de grossesse, on va pouvoir monter les chances de grossesse à 80% de réussite spontanée ou avec une PMA. Donc, il faut absolument garder la chirurgie pour ce moment-là, si on peut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment essayer de mettre en place d'autres choses plutôt que de venir opérer les patientes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour la prise en charge de cette patiente, les traitements médicamenteux, non hormonaux, les médecines complémentaires? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces femmes? Premièrement, cette diapositive que j'ai empruntée au docteur Delphine L'Huillerie, qui est algologue toujours dans le réseau Endométriose. En fait, la douleur, c'est 3 choses. La douleur, c'est un problème au niveau des nerfs, c'est un problème au niveau de la perte de mobilité des tissus et c'est un problème au niveau de la mémorisation. Donc d'abord, il faut qu'on donne un traitement antalgique. Donc ça, c'est encore une diapo de Madame L'Huillerie, où vous voyez qu'il y a des protocoles qu'on peut utiliser en mettant, par exemple, du tramadol, du paracétamol et de l'ibuprofène au long de la journée. C'est-à-dire que la femme, elle va prendre quelque chose toutes les 3 heures, assez régulièrement, pour essayer de couvrir sa douleur et de ne pas ramer derrière, par exemple. Aujourd'hui, on peut penser CBD. Pensons CBD. Que ça soit en massage sur le ventre, que ça soit en sublingual, que ça soit en massage vestibulaire. Pensez CBD, ça fonctionne très bien.
Un tout petit mot sur le système NMDA, c'est le système de mémorisation de la douleur. J'ai mal tous les jours, je mémorise que cette zone est douloureuse et donc j'ai un pelvis qui va se geler de plus en plus. Attention à la prise d'opioïdes qui va augmenter et renforcer au cours du temps cette mémorisation de la douleur. Donc, si on peut, on évite au maximum les opioïdes chez ces femmes qui ont des douleurs chroniques. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, il y a l'HAS qui s'est quand même penché sur la question, qui recommande des choses pour remobiliser, que ce soit les organes, les tissus mous, le fluide. Donc, on va utiliser l'ostéopathie, on va utiliser l'acupuncture, le yoga et l'activité physique. Tout ça, ce sont des choses qui ont été validées et qui sont recommandées pour la prise en charge de ces femmes qui ont de l'endométriose. On va pouvoir utiliser des TENS. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est formidable pour les femmes qui ont des douleurs. Donc ça, ce sont 2 TENS, UrgoTENS et Livia qu'on peut avoir qu'on peut acheter sans ordonnance. Mais les femmes qui vont passer dans des parcours d'algologie, on va pouvoir leur prescrire des TENS qui seront remboursés. Pour vous donner un ordre d'idée, UrgoTENS, c'est 80 €, Livia, 150. Mais ce sont des choses qui fonctionnent extrêmement bien pour ces patientes pour réduire le système de la douleur. Qu'est-ce qu'elle continue de nous dire, la HAS? Alors qu'aujourd'hui, sur les régimes alimentaires, on n'a pas encore assez de données pour le recommander, mais qu'on est tous à peu près d'accord que ça fonctionne, qu'on va pouvoir proposer des prises en charge pluridisciplinaires à cette patiente et qu'il ne faut pas hésiter à être plusieurs à prendre en charge une femme qui a de l'endométriose. Et donc, on va essayer de faire attention sur anti-inflammatoires et opioïdes, je vous le disais, sur le long cours. Alors, l'alimentation, je suis quand même obligée de vous en donner 2 mots parce que ça fonctionne quand même bien pour certaines patientes. L'idée, c'est de réduire l'inflammation. L'idée, c'est d'utiliser un régime qu'on appelle d'épargne digestive. Donc, ce sont plutôt des fruits et des légumes cuits. Si c'est des fruits plutôt mûrs. On va essayer de limiter le gluten, certaines protéines de lait. On va limiter ce qui est acidifiant, le thé, le café, les choses comme ça. Bien sûr, tous les aliments transformés. Donc ça, vous pouvez le retrouver avec ces livres-là. Vous avez aussi sur Format Nutrition, je vais l'écrire dans le chat, Format Nutrition, vous avez des protocoles, enfin des petits dépliants pour les patientes, par exemple. Ça peut être intéressant pour vous ou pour les patientes d'ailleurs. L'ostéopathie, le but, c'est de mobiliser. Alors forcément, je prêche un peu pour ma paroisse puisque je suis aussi ostéopathe. On va essayer de redonner de la mobilité aux organes, de remobiliser l'utérus par rapport à ce côlon, par rapport à cette vessie, d'essayer de limiter les adhérences à la suite d'une chirurgie, par exemple, et puis de relancer le système vasculaire pour que ça fonctionne bien et qu'on diminue l'inflammation. Vous avez bien sûr les compléments alimentaires, on est là pour parler de ça aujourd'hui, puisque beaucoup de femmes vont vouloir des traitements qui ne seront pas hormonaux. Et donc, on va vous parler après de Nutriendo qui va diminuer significativement les douleurs avec pas d'effets secondaires et sans hormones. Ces femmes qui ne veulent pas d'hormones, il faut leur proposer tout ce qui est possible de mettre en place et elles vont choisir en fonction de leur budget, de leur intérêt, de leur appétence, eh bien, ce qui va leur parler. Donc, nous, la sage-femme, eh bien, on va avoir un rôle au moment de notre consultation gynécologique dans effectivement l'accompagnement, l'écoute, dans le fait de poser les bonnes questions, de pouvoir potentiellement mettre en place un examen complémentaire, mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez compris qu'une femme qui aurait ces symptômes que vous mettez en aménorrhée et qui a plus mal, on peut très bien s'arrêter là. Et puis, on va pouvoir orienter ces femmes chez des spécialistes si jamais c'est plus compliqué. On va régulièrement les voir, ces femmes qui ont des douleurs et de l'endométriose, pour être sûr que ça n'impacte pas leur qualité de vie. On saura effectivement peut-être un peu lire les comptes rendus, peut-être pas lire les images, mais au moins lire les comptes rendus, et puis pouvoir s'informer sur les centres experts que vous avez autour de chez vous. Je vous parlais de Resendo à Paris. Autour de Lyon, donc de chez moi, vous avez Andorra, mais il y a plein d'autres réseaux qui sont en train de se mettre en place, de filières endométriose pour la prise en charge de ces patientes. Et puis, bien sûr, de prendre en charge l'infertilité s'il y en avait besoin.
Donc, la femme vient vous voir en consultation, deux possibilités. Elle vient vous voir parce qu'elle a des douleurs et qu'elle veut comprendre ce qui se passe, pourquoi elle a des douleurs de règles. Et il va falloir donc poser effectivement ces questions pour essayer de comprendre si c'est de l'endométriose ou, par exemple, de la dysménorrhée primaire. Et puis, ça peut être la femme qui vient en consultation de routine, mais à qui on a toujours dit que les règles, c'était douloureux. Et puis là, quand vous allez lui poser la question, elle va vous dire, ah bah oui, oui, j'ai des douleurs de règles, mais comme on m'a toujours dit que c'était douloureux, je ne le dis plus, quoi. Donc, il va falloir repartir dans l'interrogatoire. Cette première consultation, vous allez voir que je l'étends. Je vais vous dire en gros ce qu'il faudrait faire dans une consultation. Libre à vous de pouvoir le faire en une ou deux consultations parce que ça prend du temps. Et n'hésitez pas vraiment à séquencer pour une histoire de budget, notamment chez les sages-femmes. À la première consultation, il faudra faire cet interrogatoire et je vous propose de vous aider de ce questionnaire que vous allez trouver sur endo.ziweek.com. C'est une application qui a créé un questionnaire. Les femmes, vous pouvez leur demander de le faire avant de venir vous voir. Comme ça, elles ont déjà un petit peu étayé leur raisonnement, dit quand est-ce que ça faisait mal, comment, etc. Ça permet d'avancer un petit peu plus vite dans la consultation. On pourra faire l'examen clinique sous spéculum, toucher vaginal et ou toucher rectal et prescrire des examens s'il y en avait besoin après. On va continuer en expliquant ce que c'est à la femme. Elle a besoin d'entendre que c'est un problème parce que ça saigne, que c'est l'inflammation le problème, d'accord? Parce que comme ça, peut-être elle sera plus enclin à prendre une hormonothérapie pour arrêter ses règles. On va pouvoir lui expliquer la préservation de la fertilité. Parce que oui, c'est quand même peut-être une femme sur deux. Donc, est-ce qu'on ne préserverait pas parce que cette patiente, aujourd'hui, elle a 35 ans et que pour l'instant, il faudrait qu'on arrive à enlever ses douleurs pour ensuite imaginer une grossesse. Donc, on l'a dit, l'examen clinique, si jamais on a le temps, sous spéculum, toucher vaginal et ou toucher rectal. Examiner les cicatrices. On retrouve souvent des nodules d'endométriose sur les cicatrices. Donc, examiner s'il y a eu une cicatrice de césarienne qui n'est pas de nodule. On peut prescrire un examen, donc plutôt une échographie pelvienne endovaginale chez un référent si on peut, une IRM chez les patientes vierges ou douloureuses, et pensez à ce site deuxièmeavis.fr. C'est un site où vous pouvez faire relire des IRM si jamais vous n'êtes pas tout à fait convaincu du résultat, en tout cas du compte-rendu qu'on vous a donné. À la première ou toujours à la deuxième consultation, on pourra parler d'autres choses, de sport, de réseau. Est-ce qu'on peut mettre une pilule en place? Est-ce qu'on va faire une consultation d'algologie? Vous voyez que ce sont des consultations qui peuvent être longues, donc je vous encourage à les séquencer. Utilisez des planches anatomiques, ça, ce sont les planches d'EndoFrance. Vous pouvez les demander à l'association EndoFrance. Ce sont des planches qui sont extrêmement bien faites, vous voyez, avec des lésions d'endométriose pour comprendre, tiens, pourquoi ça me fait mal quand je fais pipi pendant mes règles? Parce que la lésion, elle colle ici. Expliquer l'histoire du reflux, expliquer les différentes localités de l'endométriose. Donc, cette patiente que vous avez vue, vous avez mis en place un traitement. Eh bien, deux cas de figure à la consultation suivante. Soit elle est en aménorrhée, elle va bien, et donc on la reverra dans 1 an. Ou elle n'est pas en aménorrhée. Et là, eh bien, il va falloir imaginer d'autres choses. Est-ce qu'on change de pilule? Est-ce qu'on oriente vers un médecin du réseau? Est-ce qu'on met en place d'autres alternatives? Etc., etc. Donc, l'information importante de cette consultation, c'est qu'il faut savoir expliquer le mécanisme de l'endométriose, ce processus inflammatoire qui va donner des conséquences, et transmettre les bonnes informations, notamment pouvoir dire, on peut effectivement, si vous ne voulez pas d'hormonothérapie, on peut mettre en place d'autres choses. En tout cas, je ne vais pas vous laisser comme ça dans la nature et vous dire, voilà, si vous ne voulez pas de pilule, c'est votre problème. Parler d'infertilité parce que c'est ça dont elles ont peur en leur disant que pour l'instant, ce n'est pas la priorité, mais que bien sûr qu'on le garde en tête et qu'on va en parler. Un petit mot sur la grossesse, parce que ces femmes-là, vous avez compris qu'elles vont tomber enceintes quand même. Qu'est-ce que ça donne l'endométriose pendant la grossesse? Alors, ça augmente un petit peu le risque de fausse couche, 29% versus 19% dans la population générale. Bon, ce n'est pas énorme, mais c'est possible. Est-ce que ça va
influencer le développement des symptômes de l'endométriose. Ce qu'il faut se dire, c'est que de manière générale, la grossesse a un effet extrêmement positif sur le vécu de l'endométriose. Ça peut diminuer certaines douleurs, notamment des douleurs profondes, puisque l'utérus va se décrocher là où il y avait des adhérences, par exemple. Mais gardez en tête que c'est plutôt positif pour la femme. Ça va, les dyspareunies souvent d'intromission, si jamais elles avaient développé des douleurs d'intromission à la suite, là, par contre, il n'y aura pas de changement. Il y a très peu de complications, que ce soit digestives ou urinaires pendant la grossesse. Il y a un petit peu plus de risque il y a beaucoup plus de risques de rupture utérine, mais c'est chez les patientes qui ont eu des chirurgies. Donc, on peut considérer potentiellement comme un utérus cicatriciel. Il y a un risque augmenté de placenta prévia. Vous avez compris que ce endomètre, il a tendance quand même à vraiment rentrer dans l'utérus, donc potentiellement de placenta prévia. Il n'y a pas vraiment d'influence sur la tension, le retard de croissance intra-utérin. La prématurité, aujourd'hui, on n'en sait rien. Et pour le mode d'accouchement, ben ça, on fait ce qu'on veut. On a l'impression qu'il y a un peu plus de césarienne, mais la patiente qui a envie d'accoucher par voie basse, on ne peut pas lui interdire parce qu'elle a de l'endométriose. L'échographie et l'IRM restent possibles pendant la grossesse. Donc, si on avait un doute, il faut penser à aller quand même voir parce que potentiellement, l'endométriose peut avoir des conséquences, peut évoluer pendant la grossesse. Il ne faudrait quand même pas passer à côté de ça. Cette endométriose, vous l'avez compris, elle a un fort impact sur la qualité de vie de nos patientes, que ce soit dans la vie sociale, dans les troubles dépressifs, dans l'infertilité, dans les problèmes de couple. Donc, on va essayer de prendre en charge ces femmes dans leur globalité. C'est très important en utilisant, s'il faut, des questionnaires de qualité de vie pour se rendre compte de l'impact de l'endométriose chez ces femmes. Un dernier mot sur la sexualité. Vous avez compris qu'elle avait des douleurs au fond, donc forcément, ça va impacter sur sa sexualité. Elle peut avoir des douleurs qui vont se mettre à l'entrée puisqu'elle va appréhender. Elle peut diminuer sa libido, bien évidemment qu'on n'a pas forcément envie de faire quelque chose qui nous fait mal. Donc, il va falloir accompagner ces femmes, soit dans une autre sorte de sexualité, le temps de mettre en place des traitements, soit de pouvoir, à la reprise des rapports, par exemple, suite d'une chirurgie, accompagner ces femmes pour leur montrer que c'est bon, tout va bien, elles vont pouvoir avoir la sexualité qu'elles voulaient. Donc, nous allons terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce topo d'aujourd'hui? Donc, que c'est 10% des femmes et que c'est un diagnostic tardif. Donc, il faut qu'on sache mieux diagnostiquer nos femmes. Que c'est le plus important, c'est l'interrogatoire, donc savoir écouter ce que nous disent nos patientes. C'est très, très important. Qu'on va mettre en place des traitements, que ce soit une hormonothérapie ou des médecines complémentaires, mais qu'on va revoir nos femmes pour voir si ça fonctionne, ce qu'on a mis en place. Qu'on pourra proposer une échographie ou une IRM en fonction de ce dont on a besoin. Et qu'il y a un intérêt, alors c'est là, à la prise en charge hormonale de ces femmes au moment de la chirurgie. C'est-à-dire que quand on va mettre en place une hormonothérapie et qu'elle est en aménorrhée, eh bien, après la chirurgie, on va pouvoir continuer de mettre cette hormonothérapie juste pour arrêter l'inflammation et que c'est qu'à ce moment-là, ensuite, on arrêtera la contraception et là, on lui proposera d'essayer spontanément la grossesse si on juge que c'est possible. On discutera bien sûr de la fertilité. L'examen en chirurgie, c'est quasiment toujours en célioscopie. Et puis, il faudra penser à nos femmes dans le postpartum. On essaye d'éviter qu'elles saignent dans le postpartum. Donc, tout de suite, remettre en place, cette fois-ci, un progestatif en continu. Et on switchera dès qu'on peut sur l'œstroprogestatif qu'elle avait avant, si c'est possible. Il y a plus de risques de maladies auto-immunes associées. Donc, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les oublier dans notre recherche et dans nos questions. Et attention aux traitements antalgiques qu'on met en place, pas d'opioïdes si possible. L'avenir se tourne vers le test salivaire qui risque d'arriver en septembre chez nous, qui devrait être pris en charge par la sécurité sociale et qui devrait pouvoir dépister les endométrioses. Alors, certainement pas 100% d'endométriose, mais en tout cas, l'idée, c'est de réduire ce temps diagnostic pour que les femmes soient mieux prises en charge. Je vous remercie de votre attention et donc je vais laisser la main
à Christian Le Breton qui va nous parler de ce complément alimentaire qui a un grand intérêt dans la prise en charge des douleurs de ces femmes qui ont de l'endométriose. Merci Camille, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je dois remercier Camille de m'avoir invité et surtout pour son travail extrêmement important dans le partage de l'information et qui vise à ce que nous sommes au but que nous poursuivons tous, c'est-à-dire aider ces femmes qui souffrent et qui souffrent trop et pendant trop longtemps. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc Camille, si tu veux m'y autoriser. Oui, c'est voilà, bon. C'est fait. Merci. Merci. Donc, je m'appelle Christian Le Breton, je suis biologiste, donc vous pouvez me parler de sciences, mais mes compétences en clinique sont limitées. Le laboratoire Endolia que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est Endo, vous avez compris ce que c'est. Et l'IA, c'est de David Elia, en hommage à mon ami, le docteur David Elia, gynécologue, que peut-être certains d'entre vous ont connu et qui est décédé subitement d'une rupture de l'aorte l'été dernier. Donc, vous avez peut-être vu, rencontré ou connu David Elia dans les congrès, bien sûr, et aussi lors des journées qu'il a consacrées pour les sages-femmes qui s'appellent Gynécole, où il a passé des samedis avec le confrère Christian Jamin pour justement partager l'information aussi vers les sages-femmes. Alors, Endolia, quel est l'objectif de la création de ce laboratoire? On ne va pas revenir sur les symptômes, mais on a vu qu'effectivement, la prise en charge des douleurs associées à l'endométriose sont effectivement, suivant les recommandations HRS-CNGOF, en première intention les traitements hormonaux et un éventuel traitement chirurgical éventuel. Il n'en reste pas moins que pour les femmes en désir de grossesse, que fait-on? Pour celles dont le traitement hormonal, chez qui le traitement hormonal est contre-indiqué, que fait-on? Ou celles qui refusent le traitement hormonal. Les gynécologues passent souvent beaucoup de temps à convaincre leurs patientes d'adopter un traitement hormonal. Celles dont la douleur ne cède pas au traitement hormonal, hein, on sait qu'en fonction des cas, on a en moyenne 40% des femmes qui ne sont pas soulagées par un traitement hormonal. Au final, celles pour qui le traitement chirurgical n'est pas indiqué, ou en cas de récidive post-chirurgicale, bien qu'aujourd'hui l'objectif est, si possible, de n'opérer qu'une fois ces patientes. Donc pour toutes ces patientes, aujourd'hui, il n'y a pas, à mon avis, de réponse miracle, malheureusement. Donc, c'est pour cela qu'on propose Nutriendo, qui est effectivement une innovation dans la prise en charge de la douleur associée à l'endométriose. Ça ne traite pas l'endométriose, bien sûr, et qui est en fait le fruit de 22 années de recherche à l'université d'Orsay, qui, comme vous l'a expliqué Camille, est non hormonal, puisqu'il est basé sur une technologie d'oligométaux, qu'il a une efficacité cliniquement prouvée, on va le voir dans la prochaine diapo. Au passage, c'est une technologie française brevetée, ça existe encore et surtout, c'est un dispositif médical de classe 1. Alors, petite parenthèse, j'ai vu dans ta diapo sur Nutriendo, Camille, que tu avais marqué complément alimentaire. Alors, je voudrais vous préciser la différence que bien souvent les professionnels de santé ne connaissent pas entre un complément alimentaire et un dispositif médical, car elle est fondamentale pour vous, pour savoir si ce que vous prescrivez va être quelque chose qui va être potentiellement efficace et surtout qui a une efficacité cliniquement démontrée dans l'indication. Donc, un complément alimentaire ne peut pas revendiquer un effet thérapeutique.
il ne peut revendiquer qu'un effet physiologique. Donc, vous ne pouvez pas avoir un complément alimentaire qui revendique, par exemple, le traitement de la douleur de l'endométriose, encore moins le traitement de l'endométriose. Donc, ça, c'est un point important. Nutriendo, lui, est un dispositif médical et effectivement, il peut revendiquer l'amélioration de la douleur dans la prise en charge de l'endométriose. Donc, comme je vous le disais, on a abouti à Nutriendo suite à 22 années de recherche à l'Université d'Orsay, puisqu'on travaille sur les oligométaux et plus exactement sur les séquences d'oligométaux vectorisés qui vont agir en synergie et en phase avec le cycle nictéméral. Alors, vous savez que la vie n'existerait pas sans les oligométaux, commencer par exemple par les cellules cardiaques et l'activité cardiaque qui est régulée par ces oligométaux et dont les charges ioniques positives ou négatives, en fonction des concentrations intra-extracellulaires, finalement, gèrent non seulement les échanges intra-extracellulaires, mais également la configuration des protéines, la catalyse des enzymes et qui sont aussi cofacteurs hormonaux. Donc, ces oligométaux, il est important qu'ils soient au bon endroit et à la bonne concentration. Et ces concentrations sont en fait infinitésimales. Donc, ça n'a rien à voir avec prendre du magnésium en comprimé à des concentrations immenses. Il faut pouvoir aller agir exactement à l'endroit où on veut agir sur telle ou telle configuration de protéines. Donc, en ce qui concerne le mode d'action, alors Nutriendo et sa technologie d'oligométaux vectorisés va agir très précisément aux endroits qui vont nous permettre globalement de diminuer l'inflammation liée à l'endométriose et évidemment, ipso facto, de diminuer la douleur. Camille vous a parlé des récepteurs NMDA. Bien évidemment, ils sont impliqués dans la transmission de la douleur. Donc, l'action, effectivement, à long terme. Alors, comme Camille, vous l'a ressouligné, et comme vous le savez, la douleur chronique, dès souvent 3 mois de souffrance, la douleur aiguë, pardon, se transforme en douleur chronique, ce qui devient plus compliqué. Donc, il est important et fondamental de traiter la douleur dès le début de l'apparition des symptômes. Et la douleur, ce n'est pas que dans la tête. La douleur, il n'y a que vos patientes qui peuvent l'appréhender et l'apprécier et la quantifier. Et c'est pour cela qu'effectivement, comme l'a dit Camille, les échelles visuelles analogiques qui permettent à la patiente de quantifier sa douleur sont les seuls moyens pour vous d'évaluer ce que ressent vraiment la patiente. Donc, Nutriendo va agir au niveau des récepteurs NMDA qui, effectivement, lorsqu'ils sont activés, ont un canal qui est ouvert et qui permet le passage de l'influx nerveux douloureux. Donc, Nutriendo va rééquilibrer l'ensemble des oligométaux qui concourent à ce processus, va électromécaniquement reboucher le canal avec des ions magnésium et effectivement va diminuer la douleur. Et comme ces récepteurs NMDA, par la plasticité neurologique, vont créer cette douleur chronique, s'ils sont activés fréquemment, souvent intensément, là, ils vont être activés grâce à Nutriendo, moins fréquemment, moins souvent, moins intensément. Donc, on va sortir de la douleur chronique et on va aussi sortir de la douleur aiguë. Le mode d'action à long terme est aussi lié aux autres oligométaux contenus dans Nutriendo. Et donc, à chaque fois, bien évidemment, tout ce que je vous expose est sourcé. Si vous regardez, la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez dans la bibliographie, par exemple, de 2008 à ce jour, il y
a plus de 45 000 papiers, quand je dis des papiers, des articles scientifiques dans des revues scientifiques, qui ont été publiés sur l'endométriose et sur tous ces aspects. Donc, on est sur le bon chemin. Il y a énormément d'équipes au niveau mondial qui travaillent sur l'endométriose. Donc, on va globalement réguler fortement l'homéostasie. On va inhiber les réactives oxygène species, donc Normalement, c'est bientôt fini. radicaux libres. T'as combien de temps de cuisson? Attention, Madame Gramondi, ton micro est ouvert. Merci. Voilà. Et on va diminuer l'activité des fameuses cytokines inflammatoires. Et également, on agit comme inhibiteur des MMP. Alors, c'est les métalloprotéines. Et en fait, ces métalloprotéines, quand les cellules endométriales viennent se fixer sur un tissu qui n'est pas le leur, elles vont créer une dégradation de ce tissu. Donc, on inhibe ces fameuses MMP et on empêche la dégradation du substrat cellulaire. Donc, évidemment, globalement, on va diminuer l'inflammation et donc la douleur. Ce qui est important, comme je vous le disais, c'est que contrairement à un complément alimentaire, un dispositif médical peut revendiquer une action thérapeutique. Ici, vous avez un résumé succinct des résultats de l'étude multicentrique double aveugle contre placebo, pilotée par le professeur Marès de l'université de Nîmes, du CHU de Nîmes, qui effectivement, bien sûr, a été réalisé après autorisation des CCPRB, toutes les administrations compétentes, et qui est, et ça c'est important, de grade B et de niveau de preuve 2, selon les recommandations HAS-CNGOF de 2017. Quand vous regardez ce document des recommandations qui est disponible en ligne, vous voyez qu'effectivement, à chaque molécule, à chaque hormone recommandée pour le traitement de la douleur est affecté un niveau de preuve. Et vous vous apercevrez que le niveau de preuve 1, c'est des études en double aveugle contre placebo avec énormément de patientes incluses. Il n'y a que 2 hormones de mémoire qui ont de ce type d'études. Il y a quelques études de niveau de preuve 2 et tout le reste, c'est 3 ou 4, sachant qu'à partir de 3, c'est juste des enquêtes d'observation. Donc, ça aussi, c'est important. Il ne suffit pas d'avoir une étude double aveugle contre placebo. Il faut que le niveau de preuve soit au moins de niveau 2. Donc, Nutriendo n'a pas à rougir dans ce domaine. Ah, là, il y a eu un petit… Voilà. Dans ce domaine, puisque nous sommes comparables en termes de niveau de preuve aux études qui ont permis à la HAS de recommander telle ou telle hormone dans le traitement de la douleur. Et on s'aperçoit qu'effectivement, donc pour Nutriendo, par rapport au placebo, on est pratiquement 3 fois meilleur en termes d'efficacité sur la douleur et que dès le 3e mois, on a moins 66% chez 93% des femmes. Donc, il restera toujours 7%, le 100% n'existe pas, mais je dois dire que le professeur Marès et moi-même, on a été très positivement et très agréablement surpris par les résultats de cette étude. Donc, quand pouvez-vous prescrire Nutriendo? Bien sûr, encore une fois, il faut traiter le plus tôt possible la douleur avant qu'elle ne devienne chronique. Bien sûr, c'est pour les patientes qui souffrent de douleurs liées à l'endométriose. En première intention chez les femmes en désir de grossesse, parce que évidemment, on ne peut pas et leur prescrire des hormones et vouloir qu'elles tombent enceintes. En deuxième intention, donc chez les femmes non répondantes au traitement hormonal, associées ou pas à celui-ci, il n'y a aucune contre-indication. Et bien sûr, en pré- et post-chirurgical. Alors, pourquoi en pré-chirurgical? Parce que, comme vous l'avez vu, on va avoir une action de diminution de la douleur, donc de diminution de l'inflammation. Et donc, un terrain chirurgical moins inflammé, c'est important. Et en post-chirurgical, bon, un geste chirurgical quel qu'il soit est inflammatoire. Donc, on va aider à la gestion de l'inflammation. Alors, le traitement est très spécifique parce que, compte tenu de la technologie, qui, comme je vous l'ai expliqué, est une séquence, ce sont des séquences d'oligométaux,
on va avoir une prise. D'ailleurs, il y a des choses qui se superposent, je ne sais pas pourquoi, pardonnez-moi, mais vous voyez que les blisters, c'est un peu comme des blisters de pilules. Alors, il y a des mini-comprimés, c'est numéroté de 1 à 10. Et donc, on va prendre en fait le matin 10 comprimés, c'est-à-dire qu'on prend le numéro 1, on croque, pendant ce temps-là, on ouvre le 2, on croque jusqu'à 10. Alors, c'est pas long du tout, ça prend 30 secondes. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a une activation extemporanée à travers la muqueuse buccale. Donc, le 2 va activer le 1, le 3 va activer le 2, le 4, etc. Et donc, c'est 10 comprimés le matin et 10 comprimés le soir. En général, 2 mois de cure suffisent. Alors, je suis désolé, Camille, là, c'est encore stade 1 à 2 et stade 3 à 4, parce qu'en fait, le protocole de l'étude qui, bon, comme vous le savez, ça prend très longtemps à avoir les autorisations et longtemps à réaliser les études, et ça prend du temps pour écrire les papiers. Donc, quand le protocole a été écrit, c'était encore les histoires de stade. Ce qui est important, c'est dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne. Bon, moi, j'ai des retours à travers, par certains gynécologues que je connais bien. J'ai des retours directement de patientes. La dimanche dernier, j'ai une patiente qui m'a appelé, qui m'a dit bah, écoutez, dès le premier mois, mon expérience est positive parce que dès le premier mois, je n'avais plus besoin de morphine. Elle avait tramadol, morphine et elle dit maintenant j'ai fini le 2e mois et je ne prends plus de morphine, je prends que du tramadol. Bon, elle a souhaité continuer 2 mois de plus parce qu'évidemment, son espoir est de diminuer encore le niveau de douleur. Mais dans son expérience, elle me disait qu'effectivement, elle avait des résultats extrêmement significatifs. Donc, pour conclure, Nutriendo, c'est la prise en charge non hormonale de la douleur liée à l'endométriose avec des résultats significatifs. Et pendant l'étude, il n'a pas été observé d'effets secondaires indésirables qui puissent être imputés à l'étude. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette solution, parmi d'autres, va vous permettre d'aider vos patientes qui souffrent. Merci. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que vous avez des questions? D'un point de vue pratique, pour la mutuelle, on fait une ordo. Oui, tu fais une facture. Oui, En fait. oui, une ordo et puis une facture du pharmacien. Oui, et c'est bien pris en charge par les mutuelles. Après, évidemment, sous réserve d'avoir une mutuelle. Ah, bien sûr. Mais d'ailleurs, les patientes qui ont l'endométriose, elles ont intérêt à avoir une bonne mutuelle parce qu'entre l'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéo, enfin tout ça, il faut leur conseiller de prendre une bonne mutuelle, ça va rentabiliser. Camille, si tu as besoin ou des consoeurs, confrères de ton groupe, d'informations plus scientifiques, bon, moi, mon métier, c'est biologiste et je suis chercheur apte à conduire des recherches, donc j'ai accès à toutes les banques de données scientifiques. Donc, si un jour vous avez besoin d'avoir tel ou tel article ou des informations sur quid, s'il y a de la recherche dans tel domaine et des réponses, bien sûr, tu me demandes quand tu veux. Parfait. D'ailleurs, il y a une question. Est-ce qu'il y a un aliment à éviter en même temps que la prise de ce médicament? Non, il n'y a pas d'aliment à éviter. Alors, attention, ce n'est pas un médicament, c'est un dispositif médical. C'est plus proche, évidemment, du médicament que du complément alimentaire. Il n'y a pas d'aliment à éviter. Et sachant que, si vous voulez, les quantités d'oligométaux contenus dans Nutriendo sont extrêmement faibles pour certains, c'est des microgrammes. Et donc, en plus, il n'y a pas à se soucier, par exemple, des AGR. Quelqu'un qui prendrait en plus tel, je ne sais pas, du calcium ou du fer, ça n'a rien à voir parce que là, on a des oligométaux vectorisés, donc eux, ils vont aller agir exactement à l'endroit où on veut agir. Les gens qui ont mis la technique au point, parfois, ils parlent de nutriponcture, tu vois, où tu vas, voilà, et on agit au niveau moléculaire, puis cellulaire, puis corporel. Ok. Donc, pas d'aliment à éviter. Il faut le prendre à jeun? Non?
Oui, 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 oui. Ok, c'est mieux à jeun. D'accord. Donc, les Après, éléments pardon, oui, pardonne-moi, vas-y. tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est alimentation effectivement antioxydante. Bon, ça reste quelque chose de fondamental, hein. Oui. Ben voilà, c'est ça. Les aliments à éviter, en fait, c'est surtout l'alimentation anti-inflammatoire. On ne sera Ouais, que meilleur en associant une alimentation anti-inflammatoire. C'est chez ces femmes absolument. qui ont des endométrioses ou des suspicions, en tout cas, d'endométriose. Absolument. Comme disaient les kabbalistes juifs il y a plusieurs milliers d'années, on devient ce qu'on mange. Ben voilà, ben on va devenir des oligométaux. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'on peut terminer? Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce midi chaud, je l'espère, vers chez vous. Et puis, eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à Oui. revenir vers moi ou Pardon, excuse-moi, la seule question que j'ai, c'est comment accéder effectivement au replay, puisque je n'ai pas pu tout écouter. J'ai écouté la moitié, c'est bien, mais j'aurais aimé écouter l'ensemble, ça aurait été mieux. Je pense que ça… Alors, tu as reçu l'information sur les réseaux sociaux ou par mail? Non, par mail. Ok, alors si c'est par mail, ça veut dire que c'était par moi. Donc, Ouais. je vais réenvoyer le lien avec le replay. Et puis, sinon, sur les réseaux sociaux, on mettra le lien aussi pour venir se connecter. Merci beaucoup. De rien. Merci à toutes et à tous. Eh bien, Merci bonne journée. Camille. Avec plaisir, Christian. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.